Ma femme a posté, enfin enceinte. Il est temps de mettre cette idiote sous clé. J'ai commenté, qui est le bébé? Parce que sa timeline ne correspondait pas à son identité. J'étais déployé depuis 7 mois. Sa suppression en direct, prise de panique, a fait planter son téléphone, tandis que 10 000 personnes prenaient des captures d'écran de tout. Laissez-moi vous raconter le moment précis où ma vie est passée de la routine militaire à un feuilleton télévisé. Imaginez. Je suis allongé dans mon C dans une base opérationnelle avancée maudite en Afghanistan. 7 mois après le début d'un déploiement plus long que la plupart des mariages hollywoodiens. La climatisation est encore en panne. Les générateurs font ce grincement horrible qui ressemble à une baleine mourante. Et il me reste exactement 3 heures avant mon prochain quart de quart. Encore une belle soirée au paradis, non? Mon corps me hurle de dormir. Bon sang, chaque fibre musculaire a l'impression d'être passée au hachoir à viande après avoir enchaîné 14 heures de garde ces 2 dernières semaines. Mais vous savez comment c'est quand on est déployé. Ton cerveau refuse de s'éteindre. Et la seule chose qui te relie au monde réel, c'est ce petit rectangle lumineux dans ta main. Alors, naturellement, comme tout soldat amoureux avec trop de temps et trop peu de bon sens, je sors mon téléphone pour parcourir ce désert numérique qu'on appelle les réseaux sociaux. Ici, le Wi-Fi est plus lent que la bureaucratie gouvernementale. Mais finalement, Instagram se charge. Je fais défiler sans réfléchir les habituels un lycéen qui publie son 3e divorce. Les selfies à n'en plus finir à la salle de sport de mes cousins et Karen de la comptabilité qui partagent un autre mème de mignonne mort en 2015. Le divertissement habituel du mardi soir quand on est coincé au milieu de nulle part avec rien d'autre que du sable, des balles et une angoisse existentielle pour compagnie. Puis je le vois. Le poste qui me glace le sang plus vite que la fois où notre convoi a été touché par un engin explosif improvisé à l'extérieur de Kandahar. Voilà ma femme. Rectification, ma future ex-femme, Marissa, absolument radieuse dans cette robe blanche fluide qui a probablement coûté plus cher que ma prime de risque mensuelle. Elle est entourée de ballons roses et bleus, les mains caressant ce qui est sans aucun doute un ventre rond, avec cette expression sur son visage comme si elle venait de gagner à la loterie. Tout cela évoque une séance photo professionnelle, pas une annonce de grossesse spontanée. Ce n'était pas un moment de folie. C'était une mise en scène grandeur nature. Mais voilà le clou du spectacle. Le coup de poing dans le ventre qui me fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la réalité. La légende dit, enfin enceinte. Il est temps d'enfermer cette idiote. 3 mois de grossesse et je suis au comble du bonheur. Bébé à 2 cœurs #maman bénie #voyage regi #moniracle. 3 mois de grossesse. Je fixe ce chiffre jusqu'à ce que mes yeux se mettent à pleurer. Non pas d'émotion, mais parce que je n'ai pas cligné des yeux depuis environ 30 secondes. Mon cerveau fait des heures supplémentaires, à faire le genre de calcul qui rendrait fier mon prof d'algèbre au lycée. Voyons voir. Je suis déployé depuis 7 mois. C'est un mois. Je suis parti en février, et d'après mon téléphone, nous sommes en septembre. À moins que Marissa ne défie les lois de la biologie humaine et ne porte le bébé à la gestation la plus longue du monde, le calcul ne fonctionne pas. C'est complètement, spectaculairement faux. Le pire, c'est qu'elle m'a tagué dans la publication comme si elle voulait être sûre que je la vois. Comme si elle était fière de cette annonce qui crie « J'ai trompé mon mari déployé à quiconque c'est compté ». Mes mains se mettent à trembler. Pas le genre de tremblement agréable qu'on ressent après un excès de café, mais le genre qui arrive quand le monde entier bascule et que la gravité perd son sens. J'ai relu la légende, espérant avoir mal compris. Il y a peut-être une explication qui n'implique pas que ma femme fasse l'idiot pendant que j'esquive les balles pour l'oncle samedi. Non. Il est toujours écrit 3 mois. Ça ne colle toujours pas. J'ai toujours l'impression qu'on vient de me balancer le cœur dans la mine la plus proche. La section commentaires s'illumine déjà comme un 4 juillet. Ses copines postent des émojis avec des yeux en forme de touche de raccourci et, oh mon Dieu, youpi. Des messages comme ça, c'est tout à fait normal. Mes potes de chez moi sont ostensiblement silencieux, faisant probablement les mêmes calculs que moi et arrivant à la même conclusion inconfortable. Des gars intelligents. Mais là, je vois quelque chose qui me noue encore plus l'estomac, ce que je ne pensais pas physiquement possible. Ma belle-mère, Hélène, a commenté, et pas n'importe quel commentaire. Le genre de commentaire qui confirme mes pires craintes et me donne envie de balancer mon téléphone dans le générateur juste pour voir quelque chose d'autre exploser pour une fois. Tellement contente pour toi et Tyler.
Il va faire un père merveilleux. J'ai hâte de rencontrer mon petit enfant. De cœur. Tyler. Pas Evan. Pas son gendre qui sert actuellement son pays dans un désert de trop. Tyler. Un autre type qui a apparemment le privilège d'avoir des enfants avec ma femme pendant que je suis dehors à manger des MRE et à me demander si c'est aujourd'hui que je vais marcher sur quelque chose qui va faire boum. La rage me frappe comme un V à pleine vitesse. Ce n'est pas le genre de colère explosive et brûlante qu'on voit dans les films. Elle est froide, calculée et assez vive pour couper du verre. Mon pouce survole la section des commentaires et, avant que mon esprit rationnel ne puisse m'en dissuader, je tape exactement ce qu'il faut dire. Le bébé de qui? 2 mots, simples, directs et chargés de la fureur d'un mari déployé pendant environ 7 mois. J'appuie sur envoyer avant de pouvoir me remettre en question. Et immédiatement, le message affiche mon commentaire, comme une grenade numérique dégoupillée. Mes mains tremblent encore tandis que je pose le téléphone sur ma poitrine et fixe le plafond de mon lit. Les générateurs ronflent toujours, la climatisation est toujours en panne, et quelque part dehors, le bruit d'un autre convoi qui s'ébranle dans la base. Mais plus rien n'a d'importance. Ce qui compte, c'est qu'à une douzaine de fuseaux horaires de là, ma femme vient d'annoncer au monde qu'elle est enceinte d'un autre homme. Et je viens de le lui dire devant Dieu, Internet et tous nos proches. Ce déploiement est devenu bien plus captivant. Vous connaissez cette sensation quand on jette une pierre dans un étang et qu'on voit les ondulations se propager en cercle parfait? Ouais. Eh bien, mon commentaire, qui est le bébé, ressemblait moins. Tandis que les volcans entrent en éruption et que des extraterrestres envahissent probablement la ville, juste pour faire bonne mesure. Ouais. Eh bien, bienvenue dans la vie de Marissa et Tyler pour les 2 prochaines semaines. C'est comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf que la voiture est en feu, remplie de feux d'artifice et, d'une manière ou d'une autre, en train de couler. L'avis d'expulsion de la mère de Tyler arrive par courrier recommandé le lendemain de l'effondrement de la base militaire de Marissa. Gloria Morrison ne rigole pas. Elle lui donne 72 heures pour quitter les lieux. Et selon le réseau de renseignement du quartier de Daniel, elle se présente en personne pour le voir emballer son Elle se tenait dans l'allée, les bras croisés, pendant qu'il chargeait sa console de jeu dans un camion de déménagement. Daniel fait son rapport autour d'un café. Visiblement, elle savoure chaque seconde de ce train de karma. Apparemment, elle lui a dit, et je cite, « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il soit un briseur de ménage et un bon à rien. » Gloria ne joue pas à la comédie, alors maintenant ils sont tous les deux sans abri. Marissa a coupé les ponts avec Hélène après une nuit de drame dans un appartement exigu. Tyler a été renié par sa mère propriétaire. Et aucun d'eux n'a les moyens financiers de se payer un vrai logement parce que, et c'est le plus beau, ils vivent de ma solde militaire depuis 7 mois au lieu de développer quoi que ce soit qui ressemble à des compétences professionnelles ou à des économies. Mais cela les empêche-t-il de poursuivre leur campagne de victimisation publique? Bien sûr que non. Au contraire, être sans abri donne à Marissa plus de matière à sa présence de plus en plus déchaînée sur les réseaux sociaux. Ils ont créé un compte Cash App appelé Pregnancy Support 2024 avec pour objectif de récolter $5000 pour un logement d'urgence et des fournitures pour bébé. La description semble avoir été écrite par quelqu'un qui fait une dépression nerveuse en faisant un tour de Tilda World. Une femme de militaire abandonnée par son mari déployé a besoin d'aide pendant sa grossesse. Un mari refuse de subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant à naître. Aider une mère dans le besoin. #veuve déployée, #soutien grossesse, #les femmes et de militaires escompte. La campagne récolte la somme colossale de $42 en 2 semaines. $42. La majeure partie provient des amis joueurs de Tyler, qui ont probablement fait un don par pitié plutôt que par véritable soutien. Le don le plus important est de $15, provenant d'un certain 20 gamer-x, avec le message suivant, « Désolé mec, les femmes sont nulles ». Les commentaires sur leur campagne de Cash App sont absolument virulents. Quelqu'un publie des captures d'écran de l'annonce de la grossesse de Marissa avec la légende « Les maths ne font toujours pas de maths, ma belle ». Une autre personne calcule combien d'argent ils ont dépensé pour leur escapade dans la Napa Valley et souligne que cela aurait pu couvrir 2 mois de loyer. Mon préféré est celui d'un compte vérifié d'épouse de militaire qui dit simplement « Ce n'est pas ça, chef ». Pendant ce temps, la recherche d'emploi de Tyler se déroule aussi bien qu'on pourrait s'y attendre pour quelqu'un dont l'expérience professionnelle la plus récente est celle de voleur de femmes professionnel et d'opérateur PlayStation. Tous les employeurs potentiels de notre petite ville ont vu les mêmes viraux ou ont entendu parler de la situation par le biais des rumeurs, plus rapides que la fibre optique.
Le Dollar Général retire une offre d'emploi après que le directeur a reconnu Tyler grâce aux mèmes, maths incohérents, qui circulent encore sur Facebook. Le GameStop du coin, qui aurait dû être une évidence pour quelqu'un avec le talent de Tyler, assis à ne rien faire à jouer aux jeux vidéo, refuse même de l'interviewer après que son nom a été recherché sur Google lors de la présélection. Même Walmart, l'employeur de Last Resort, l'entreprise qui embauche littéralement n'importe qui avec un pouls et capable de rester debout pendant 4 heures, retire son offre conditionnelle après que la vérification des antécédents de Tyler a révélé qu'il est actuellement célèbre sur Internet pour de mauvaises raisons. Personne ne veut embaucher Tyler, le candidat au poste de délocalisation, me dit Daniel, utilisant le surnom qui lui colle apparemment à la peau. Internet a la mémoire longue, et les petites villes en ont une plus longue. Mais la cerise sur le gâteau de ce dimanche, c'est quand Marissa décide de déposer une demande de prestation de conjoint de militaire, en invoquant le concubinage. Apparemment, quand on est désespéré, on est prêt à tout, y compris à frauder le gouvernement fédéral. Le bureau des prestations m'appelle un mardi matin alors que je suis encore en train de traiter mes papiers de congé. Spécialiste Martinez, ici Sarah du groupe de préparation familiale. Nous avons reçu une demande de prestation plutôt inhabituelle de la part d'une certaine Marissa Martinez, qui prétend être votre concubine. Saviez-vous que vous étiez marié? J'ai éclaté de rire au point d'en laisser tomber le téléphone. Madame, je suis bel et bien marié à Marissa Martinez, mais il n'y a rien de concubin là-dedans. Nous nous sommes mariés à l'église il y a 3 ans. Pourquoi demande-t-elle des prestations de concubinage? Eh bien, elle prétend que votre mariage légal a été dissous pour cause d'abandon, mais que vous vivez en concubinage depuis 7 mois. Elle demande des prestations de conjoint, une allocation logement et une couverture médicale pour sa grossesse. L'audace est à couper le souffle. Elle prétend que notre mariage légal a pris fin à cause de mon déploiement, mais que nous avons contracté une union libre pendant que j'étais en Afghanistan et qu'elle vivait avec Tyler. La logique est tellement tordue qu'elle pourrait être utilisée comme une usine à bretzel. Madame, je suis déployé en Afghanistan depuis 7 mois. Je n'ai pas vécu dans le même pays que ma femme, et encore moins en union libre avec elle. De plus, elle est actuellement enceinte d'un autre homme. Il y a un long silence à l'autre bout du fil. Je suis désolé. Pourriez-vous répéter la dernière partie? Elle est enceinte de l'enfant de mon voisin. La chronologie ne permet pas que ce soit le mien. Elle essaie de demander des prestations pour un enfant conçu alors qu'elle vivait avec son petit ami. Un autre silence. Plus long cette fois. Monsieur Martinez, je vais avoir besoin que vous veniez me fournir des documents. Cette affaire va nécessiter un examen complémentaire. Un examen complémentaire s'avère être du jargon militaire, car nous ouvrons un dossier auprès du bureau du procureur américain pour tentative de fraude aux prestations. Apparemment, mentir au gouvernement fédéral sur son état civil afin de recevoir des prestations auxquelles on n'a pas droit est pris très au sérieux, surtout lorsqu'il s'agit de prestations militaires. Moins d'une semaine plus tard, Marissa reçoit une lettre recommandée l'informant que non seulement sa demande de prestation est refusée, mais qu'elle fait l'objet d'une enquête pour fraude. La lettre mentionne également que toute nouvelle tentative de demander des prestations auxquelles elle n'a pas droit pourrait entraîner des poursuites fédérales. Tyler, quant à lui, a étendu sa recherche d'emploi aux villes voisines, mais Internet a une portée et une mémoire plus longue. Les mèmes sur le déploiement de Tyler ont dépassé les frontières de notre région, et son nom est désormais associé à l'infidélité des conjoints de militaires sur de nombreux réseaux sociaux. Il obtient finalement un entretien dans un restaurant à 2 villes de là, mais le gérant recherche son nom sur Google pendant l'entretien et le reconnaît immédiatement grâce aux publications virales. L'entretien se termine par la déclaration du gérant, « Je ne peux pas embaucher quelqu'un qui va provoquer ce genre de drame dans mon établissement. Nous servons beaucoup de familles de militaires ici. » La belle ironie, c'est que la tentative de Tyler de se montrer à la hauteur et d'être l'homme dont elle avait besoin l'a rendu inemployable dans toute communauté où la présence militaire est importante. Et dans notre région, c'est le cas presque partout. À la fin du mois, ils vivent dans la voiture de Tyler, une Honda Civic 2019 qui a connu des jours meilleurs et qui sent le désespoir et les rêves brisés. Ils se douchent dans les relais routiers, dorment sur les parkings de Walmart et survivent grâce à la restauration rapide achetée grâce aux dons de plus en plus maigres des amis joueurs de Tyler. Les publications de Marissa sur les réseaux sociaux pendant cette période sont un exemple parfait d'apitoiement sur soi et de déni. Elle continue de me blâmer pour leur situation, publiant quotidiennement des mises à jour sur la façon dont la culture militaire a détruit sa vie et l'a rendue sans abri. Elle ne mentionne jamais Tyler nommément dans ses publications,
probablement parce qu'elle-même réalise qu'admettre avoir choisi la vie sans abri avec son petit ami au chômage plutôt que la stabilité avec son mari déployé ne constitue pas un récit de victime convaincant. Les commentaires sur ces publications sont passés d'un soutien occasionnel à une moquerie quasi universelle. On y poste des émojis calculatrices, on partage des captures d'écran de son annonce de grossesse et on crée de nouveaux mèmes sur les mathématiques de déploiement. Son nombre d'abonnés augmente, mais pas pour les raisons qu'elle souhaite. On la suit pour le divertissement, comme regarder une émission de télé-réalité où tous les candidats ont fait des choix de vie terriblement mauvais. Internet a parlé et son verdict est sans appel. Marissa et Tyler sont les auteurs de leur propre désastre, et tout le monde est là pour le spectacle. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble Rock Bottom, laissez-moi vous brosser un tableau. C'est une femme enceinte qui accouche seule dans une Honda Civic sur le parking d'un Walmart à 3 heures du matin, car le papa de son enfant en est à son 14e entretien d'embauche raté en 2 mois et sa mère est à une soirée bingo pour gagner un jackpot de $20. C'est exactement la situation de Marissa, 8 mois après l'annonce spectaculaire de sa grossesse qui a lancé tout ce spectacle. 8 mois de sans-abrisme, de chômage et d'infamie sur Internet ont mené à ce moment. Des contractions sur le siège avant d'une voiture qui sent la honte et le désespoir. Appeler un Uber frénétiquement parce que Tyler pensait apparemment qu'un entretien chez des nièces du comté voisin était plus important qu'être présent pour la naissance de son enfant biologique. D'après Daniel, qui tient cette information du réseau de commérage du quartier, plus efficace que la NSA, Marissa passe 12 heures en travail à l'hôpital du comté. Seule, Hélène participe à son tournoi de bingo hebdomadaire. Tyler est coincé à 2 heures de route car sa voiture est tombée en panne après l'entretien, qu'il n'a d'ailleurs pas eu. Et la seule personne qu'elle peut joindre est un cousin éloigné qui arrive le temps de signer l'acte de naissance et repart aussitôt. Le petit garçon arrive en bonne santé, ce qui est honnêtement la seule bonne nouvelle de toute cette histoire. Elle l'appelle Tyler Morrison Jr. parce qu'elle veut apparemment s'assurer que cet enfant grandisse avec le même héritage de mauvaises décisions qui ont entraîné ses parents dans ce pétrin. Tyler se présente finalement à l'hôpital 3 jours plus tard, l'air d'avoir été renversé par un camion chargé d'émotions. Il entre à la maternité en s'attendant à des retrouvailles joyeuses. Le genre de retrouvailles qu'on voit dans les films où le père irresponsable réalise ce qui est vraiment important et s'engage à devenir un homme meilleur. Au lieu de cela, il jette un coup d'œil au bébé. Son bébé. Le bébé dont il est censé être excité depuis des mois et prononce les mots qui entreront probablement les séances de thérapie de cet enfant pendant les 30 prochaines années. Es-tu sûr que c'est le mien? Es-tu sûr que c'est le mien? A passé 7 mois à vivre chez moi, à manger ma nourriture, à dormir dans mon lit et à vouloir me confier son bébé. Et maintenant, il remet en question sa paternité face à la véritable responsabilité de la paternité. Marissa, qui a accouché seule pendant 12 heures, subit 8 mois de sans-abrisme et d'humiliation publique, atteint enfin son point de rupture. La dispute qui s'ensuit est légendaire. Les infirmières doivent appeler la sécurité. D'autres patients se plaignent du bruit, et Tyler quitte l'hôpital avec ce que des témoins décrivent comme un œil au beurre noir et un ego profondément blessé. La relation qui a détruit mon mariage, leur a coûté à tous les deux leur maison, leur emploi et leur dignité, se termine dans une chambre d'hôpital avec Marissa jetant un bassin hygiénique à la tête de Tyler en hurlant « Sors d'ici, et ne reviens jamais, espèce de bon à rien ». Tyler, en parfait exemple de masculinité, suit son conseil. Il quitte l'hôpital, retourne dans notre ville natale et disparaît. Il disparaît comme un paix au vent. Il s'avère que, confronté aux conséquences réelles de ses actes, comme la pension alimentaire, ses responsabilités et le fait de devoir être un vrai père plutôt qu'un simple donneur de sperme, Tyler Morrison découvre qu'il a des choses à faire et des gens à décevoir ailleurs. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé dans un autre état, changé de nom sur les réseaux sociaux et faisait la plonge dans un bar miteux tout en échappant au paiement de la pension alimentaire. L'homme qui voulait s'affirmer et être un vrai père n'a pas pu supporter 3 jours de véritable paternité avant de s'enfuir comme un adolescent effrayé. Pendant ce temps, Marissa se retrouve littéralement avec les mains vides. Elle a un nouveau-né, pas de travail, pas de maison, pas de voiture. Tyler a tout pris en fuyant. Pas d'argent et un père aussi fiable qu'une théière en chocolat. La réalité de la mère célibataire la frappe comme un train de marchandises transportant une cargaison de factures impayées et de nuits blanches. Elle essaie de faire avec pendant quelques mois, réemménageant chez Hélène et essayant de reconstruire sa vie. Mais élever un bébé dans un 2 pièces tout en gérant les conséquences d'une célébrité sur Internet pour de mauvaises raisons s'avère plus difficile que de publier des citations inspirantes sur Instagram. Aux dernières nouvelles, elle travaille dans un de ces kiosques de centres commerciaux vendant des coques de téléphone et des protections d'écran.
Gagner le salaire minimum pendant qu'Hélène garde Tyler Jr. C'est un travail honnête, ce qui est plus que ce qu'on pouvait en dire de l'année précédente. Mais c'est bien loin du train de vie d'épouse de militaire qu'elle menait à mes frais. Elle m'envoie encore des messages de temps en temps, généralement lorsque les autorités de recouvrement de pensions alimentaires rattrapent Tyler et saisissent son salaire, soit $12. Les messages suivent toujours le même schéma, « tu me gâches la vie », suivi de diverses accusations selon lesquelles mon déploiement aurait causé tous ces problèmes. Ma réponse préférée, que j'ai utilisée plusieurs fois maintenant, est toujours la même. La vie de qui? On ne s'en lasse jamais. Quant à moi, eh bien, il s'avère que survivre à un déploiement et à une femme infidèle forge le caractère et attire l'attention. Mon unité m'a organisé une fête de bienvenue, mi-fête, mi-séance de thérapie, mi-souvenir des talents mathématiques de Marissa. Le sergent-chef Rodriguez s'est levé, une bière à la main, et a porté ce que je considère comme le toast du siècle au spécialiste Martinez, qui a survécu à l'Afghanistan, et à Marissa. On se demandait encore lequel était le plus dangereux, mais on était quasiment sûr que les talibans avaient de meilleures compétences en mathématiques. Toute l'unité a éclaté de rire et, pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'être exactement à ma place, entouré de gens qui comprenaient l'honneur, l'engagement et les bases de l'arithmétique. J'ai décidé de louer ma maison à un couple sympathique, avec un vrai travail et sans antécédent d'adultère. Les revenus locatifs couvrent le prêt immobilier et me permettent de me constituer un peu d'argent. Des économies qui ne seront pas épuisées par les escapades romantiques de quelqu'un d'autre et les fournitures pour bébés d'enfants qui ne sont pas les miens. Plus important encore, je sors avec quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Trinity. Elle est infirmière à l'hôpital des anciens combattants et elle a cette qualité incroyable de n'avoir jamais été enceinte d'un autre homme pendant mon déploiement. La barre est assez basse pour l'instant, mais elle la dépasse de façon spectaculaire. Trinity a aussi un sens de l'humour décalé qui correspond parfaitement à mon nouveau goût pour l'ironie. Elle m'envoie des mèmes sur les mathématiques liées au déploiement et me demande parfois de l'aider en calcul élémentaire juste pour me voir rire. La semaine dernière, elle m'a envoyé une capture d'écran d'un test de grossesse négatif avec la légende « Les mathématiques s'avèrent toujours pas enceintes du bébé du voisin ». J'envisage d'épouser cette femme. Cette expérience m'a appris quelque chose de précieux sur les relations, la confiance et l'importance de choisir des partenaires qui comprennent que la fidélité n'est pas une suggestion et que les calendriers de grossesse sont basés sur des données scientifiques, et non sur de la fiction. Elle m'a aussi appris que parfois, l'univers a le sens de l'humour et que la justice ne vient pas toujours des tribunaux ou des avocats. Parfois, elle vient du magnifique mélange d'infamie sur Internet, de chômage et des conséquences naturelles de décisions terriblement mauvaises. Marissa voulait enfermer cet idiot avec une grossesse qui n'était pas la mienne. Au lieu de cela, elle s'est enfermée dans une vie de mère célibataire, de travail au SMIC et de notoriété permanente sur Internet. Parfois, les calculs fonctionnent parfaitement, même lorsque les personnes impliquées ne peuvent pas additionner 2 et 2 sans avoir l'enfant de Tyler. À une pierre qu'à une ogive nucléaire larguée au milieu du cloaque des réseaux sociaux. L'explosion a été immédiate, dévastatrice et absolument magnifique à regarder. Je suis allongé dans mon lit, mon téléphone bourdonnant comme un frelon en colère coincé dans un bocal, quand je décide d'aller vérifier les dégâts. Grosse erreur. Énorme erreur. Le genre d'erreur qui vous fait remettre en question tous les choix de vie qui ont mené à ce moment, y compris cette fois en CE2 où j'ai pensé que manger des pâtes était une bonne idée. La première chose que je remarque, c'est que mon commentaire a déjà 47 j'aime, et ce n'est pas fini. 47 personnes ont regardé l'annonce de la grossesse de ma femme, ont vu ma réponse et se sont dit, ouais, ce type pose les vraies questions. Le nombre de « j'aime » continue d'augmenter à mesure que je regarde. 53 6174. C'est comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf que la voiture, c'est mon mariage, et que l'accident se produit en temps réel sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Mais c'est là que ça devient vraiment bien. Et par bien, j'entends absolument catastrophique. Marissa perd son « je peux presque voir la panique à travers l'écran alors qu'elle essaie frénétiquement de supprimer son message. Son téléphone doit faire une crise ou quelque chose comme ça, parce qu'à chaque fois qu'elle essaie de le supprimer, ce foutu truc se bloque comme mon ordinateur pendant ma dernière année de lycée quand j'ai téléchargé une vidéo de recherche de trop. Pendant ce temps, Internet s'en donne à cœur joie. Mon pote Ortiz de la caserne se roule pratiquement par terre dans son lit, ricanant comme une hyène sous crack. Il fait des captures d'écran de tout, vraiment de tout. Le message original, mon commentaire, et même les tentatives infructueuses de Marissa pour supprimer les preuves.
Cet homme a plus de captures d'écran qu'un complotiste paranoïaque documentant des observations d'extraterrestres. Mec, Ortiz siffle entre deux éclats de rire. C'est mieux que Netflix. Ta femme vient de se suicider numériquement et a tout diffusé en direct. Il n'a pas tort. En l'espace d'une heure, j'ai compté au moins 12 personnes différentes qui ont fait une capture d'écran du message et l'ont partagé dans leurs propres stories. Chaque partage est accompagné de son propre commentaire, allant du soutien, ton mari mérite une meilleure fille, à une réaction absolument cinglante quand les maths de déploiement ne font pas le calcul. Ce dernier message devient d'ailleurs un mème instantané. Je le vois reposté une quinzaine de fois sur différentes plateformes, avec à chaque fois plus d'émojis rieurs et pleurant que le précédent. Mon téléphone sonne comme si c'était le matin de Noël et que j'étais le seul du quartier. Les SMS affluent plus vite que je ne peux les lire. Mon pote de lycée Jack m'envoie une capture d'écran avec le message « Frérot crâne 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 ». Mon cousin Marcus m'envoie une série d'émojis enflammés, suivi de « Elle pensait vraiment pouvoir s'en tirer avec ce calcul ». Puis il y a Tommy, de mon unité à la maison, actuellement en poste en Allemagne, qui m'envoie un message vocal de 30 secondes de rire incontrôlable, suivi de « Toute ma caserne parle de ça mec, t'es célèbre sur 3 fuseaux horaires différents ». Mais le vrai coup de poing vient des membres de la famille qui interviennent. Ma mère appelle, comme si on était en 1995 et qu'on n'avait pas les SMS illimités. Et elle a ce ton dans la voix. Vous savez, le même ton qu'elle a utilisé quand elle a appris que j'avais percuté à vélo les précieux rosiers de Madame Henderson quand j'avais 12 ans. Evan, chérie, dit-elle, et j'entends déjà ce mélange de fureur et d'inquiétude que seules les mères peuvent perfectionner. Je viens de voir le message de Marissa sur Facebook. Mais que se passe-t-il donc là-bas? Samil. Ma mère vient de prononcer le mot Samil en discutant de l'annonce très publique de la grossesse de ma femme, qui mettait au monde le bébé d'un autre homme. L'ironie ne m'échappe pas, la femme qui m'a appris mes tables de multiplication fait maintenant les mêmes calculs que moi et arrive à la même conclusion. Eh bien, maman, dis-je en fixant le plafond de mon lit où quelqu'un a dessiné un portrait étonnamment précis de notre commandant, l'air constipé. Je suis déployé depuis 7 mois, et apparemment, ma femme est enceinte de 3 mois. Je suis doué pour beaucoup de choses, mais la conception à distance ne fait pas partie de mes compétences. Le silence à l'autre bout du fil pourrait alimenter une petite ville. Quand ma mère parle enfin, sa voix a ce calme mortel qui précédait la correction de mon père pour avoir traîné de la boue dans la maison. Ce petit, commence-t-elle, puis se reprend. Dieu la bénisse, elle va bientôt apprendre ce qui arrive quand on s'en prend à mon fils. Les femmes du Sud, et Dieu la bénisse. C'est comme une façon polie de dire que cette personne va subir des conséquences bibliques pour sa stupidité. Même mon commandant est au courant de la situation. Le capitaine Rodriguez me prend à part pendant la messe du soir, et je pense que je vais me faire engueuler pour avoir étalé mon linge sale sur Internet. Au lieu de cela, l'homme s'assoit en face de moi avec son plateau de ce que l'armée appelle généreusement du ragoût de bœuf et me lance ce regard, le même que celui qu'il avait lorsque Jenkins a accidentellement fait exploser les latrines avec un M80 le mois dernier. Martinez, dit-il en utilisant mon nom de famille comme il le fait quand il essaie d'être sérieux. Je ne suis pas censé surveiller les histoires de mon soldat sur les réseaux sociaux. Mais la moitié de mon unité m'a montré la publication de votre femme. Vous devez en parler à quelqu'un. Le fait que mon commandant, un homme qui a un jour dit à un sniper taliban de faire la fête, par radio, me demande si j'ai besoin de soutien émotionnel me montre à quel point la situation est grave de l'extérieur. Je vais bien, monsieur, lui dis-je. Je pique ce qui pourrait être une carotte dans mon ragoût. Je suis juste en train de régler une question de logistique impliquant des mathématiques douteuses et de l'adultère. Il hoche la tête comme si cette explication était parfaitement logique. Bien reçu. N'oublie pas, fiston, l'armée a des ressources si tu en as besoin. Et Martinez, il se lève, un plateau à la main. Pour ce que ça vaut, j'ai fait le calcul aussi. Ta femme est une idiote. Venant d'un homme qui a survécu à 3 déploiements et qui a une étoile de bronze sur son mur, c'est presque une carte postale. Mais le clou de ce désastre numérique arrive à la fin de l'heure, quand je reviens au message de Marissa, qu'elle n'a toujours pas réussi à supprimer. Que Dieu bénisse son cœur techniquement déficient. Et vois le commentaire qui fait passer tout le reste au second plan. Il vient d'Hélène, ma belle-mère. La femme qui m'a dit un jour que je n'étais pas assez bien pour sa fille parce que je n'avais été promu sergent qu'à mon 2e déploiement, au lieu de sergent-chef. La même femme qui a insisté pour un mariage religieux parce que les apparences comptent dans notre famille.
Son commentaire est toujours là, juste en dessous du mien, comme une preuve irréfutable sur une scène de crime. Tellement heureuse pour toi et Tyler. Il fera un père merveilleux. J'ai hâte de rencontrer mon petit enfant. De cœur. Tyler, le nom qui va devenir très important dans cette histoire de spectacle. S'il y a une chose que j'ai apprise en observant les politiciens et les conjoints infidèles, c'est que lorsqu'on est pris en flagrant délit, le premier réflexe n'est pas de tout avouer. Il est de creuser le trou plus profondément en espérant atteindre la Chine. Marissa a apparemment raté ce mémo sur le moment où il faut arrêter de creuser. Parce que ce qui s'est passé ensuite, c'était comme regarder quelqu'un essayer d'éteindre un feu de graisse avec un tuyau d'arrosage. Je me réveille le lendemain matin avec mon téléphone qui vibre comme s'il faisait une crise d'épilepsie. Ortiz est déjà réveillé, un café à la main, souriant comme un enfant qui vient de trouver ses cadeaux de Noël en juillet. « Mec, dit-il, presque vibrant d'excitation. Tu dois voir ça, ta femme vient de publier, contrôle des dégâts, et c'est magnifique, mec. Comme regarder le Titanic, mais avec plus d'émojis. Je prends mon téléphone et vois immédiatement 17 nouvelles notifications d'Instagram. 17, c'est plus de notifications que je n'en reçois habituellement en un mois. Et la plupart viennent de ma banque qui m'annonce que le solde de mon compte est plus triste qu'une chanson country. Mais là, c'est différent. C'est ma femme en pleine panique. Et apparemment, elle a décidé de gérer la situation avec toute la grâce et la subtilité d'un train de marchandises qui déraille dans une usine de feux d'artifice. Son nouveau message est une capture d'écran de son application de notes, car rien ne vaut des excuses sincères, écrites à l'endroit même où l'on écrit ses listes de courses et ses réflexions à 3 heures du matin sur les genoux des pingouins. Le texte est dans la police basique d'iPhone, avec une faute de frappe à la 3e ligne qu'elle n'a pas pris la peine de corriger avant la publication. C'est déjà parti pour un bon départ. Salut tout le monde, ça commence. Et j'entends presque la fausse joie à travers l'écran. J'ai fait une erreur dans mon dernier message. Je voulais dire 3 semaines, pas 3 mois. Le cerveau de la grossesse, c'est réel, les gars. L'allaitement, une tête loufoque. Parfois, quand on est tellement excité par sa bénédiction, on se trompe de chronologie. Merci pour tout l'amour et le soutien pendant cette période spéciale. De cœur. Je fixe ce désastre numérique pendant 30 bonnes secondes. Mon cerveau essaie de traiter l'audace de ce que je lis. 3 semaines. Elle essaie de convaincre tout Internet qu'elle voulait dire 3 semaines, pas 3 mois. Comme si quiconque ayant déjà vu une femme enceinte pouvait croire que le ventre rond, bien visible sur sa séance photo professionnelle, appartenait à une femme enceinte de 3 semaines. Ortiz se penche par-dessus mon épaule, lit le message et éclate de rire au point de sniffer son café. Frère, elle pense que la grossesse, c'est comme un micro-ondes? Comme si on y mettait un bébé et 3 semaines plus tard, boum, ventre rond est faite pour révéler le sexe de sa femme. Il a raison. À 3 semaines de grossesse, la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes, sans parler des photographes et des robes de maternité qui coûtent plus cher que ma solde de combat mensuel. Mais Marissa s'entête dans cette histoire comme si sa vie en dépendait, ce qui, vu l'alternative qui serait d'avouer l'adultère pendant que son mari est déployé, c'est probablement le cas. Les commentaires sur son message de clarification pleuvent déjà, et ils sont aussi encourageants qu'un château de cartes dans un ouragan. Le commentaire le plus populaire, avec 43 mentions, j'aime, dit simplement, on a tous des yeux, ma belle. Un autre dit, enceinte de 3 semaines avec un ventre pareil. Tu vas avoir quoi, Linebacker? Mon commentaire préféré vient de quelqu'un dont le pseudo est, Deploiement Wife 2019. Madame, c'est gênant. Arrêtez. Mais Marissa n'a pas fini. Oh non, elle s'échauffe juste. Parce qu'apparemment, quand le premier mensonge ne fonctionne pas, la suite logique est de faire un live sur Instagram et de se donner à fond pour la performance. La notification apparaît sur mon téléphone. Marissa Martinez 23 fait un live. Je clique dessus plus vite que jamais. Et ce que je vois, c'est ma femme assise dans ce qui ressemble à notre chambre. Excusez-moi, sa chambre maintenant. Des larmes coulent sur son visage, de fausses larmes. Le genre qu'on voit dans les feuilletons télévisés quand quelqu'un essaie de gagner un Mi-4. La réaction la plus exagérée après s'être fait prendre en flagrant délit de tricherie. Salut tout le monde. Elle renifle face à la caméra, la voix éraillée comme celle d'un adolescent de 13 ans en pleine puberté. Je n'arrive pas à croire la haine que je reçois en ce moment. C'est censé être la période la plus heureuse de ma vie. Et les gens sont si cruels.
Je regarde ce désastre en direct pendant que la moitié de mon unité se rassemble autour de mon téléphone comme si on regardait le Super Bowl. Quelqu'un apporte du popcorn. Du vrai popcorn. Jenkins commence même à parier sur le temps qu'il lui faudra avant de dire quelque chose d'incriminant. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que d'être veuve d'un déploiement, poursuit-elle. Et j'ai failli faire tomber mon téléphone. Veuve d'un déploiement. Elle s'est juste présentée comme veuve d'un déploiement. Je ne suis pas morte, ma belle. Je suis juste en Afghanistan à manger de la nourriture de mauvaise qualité et à esquiver les tirs de roquettes occasionnels. Il y a une différence significative entre être déployé et décédé. Mais apparemment, Marissa a raté cette distinction dans son empressement à se présenter comme la victime. Mon mari est émotionnellement absent depuis des mois, poursuit-elle, s'échauffant vraiment à son histoire sanglotante. Je suis une thérapie, j'essaie de surmonter mes problèmes d'abandon, et Tyler a été un véritable soutien pendant tout ce temps. Il m'a aidé à réaliser que je méritais mieux que ça. Et voilà. Le nom de Tyler lui échappe au milieu de sa diatribe comme un lapsus freudien en botte de combat. Elle se rattrape aussitôt, les yeux écarquillés comme un cerf pris dans les phares. Mais c'est trop tard. Internet est plus rapide que ses réflexes. Et je vois déjà la section des commentaires exploser de questions variées sur qui est Tyler et si elle vient d'avouer avoir trompé en direct à la télévision. Ma sœur Danielle, béni soit sa paranoïaque, semble aussi regarder ce drame, car mon téléphone vibre immédiatement avec un écran de texte qui enregistre tout. Cette femme creuse sa propre tombe avec une pelleteuse. De retour en direct, Marissa essaie de se remettre, mais elle panique. De la vraie panique, pas les fausses larmes d'il y a 30 secondes. Elle trébuche sur ses mots, parle plus vite qu'un commissaire-priseur sur Red Bull, essayant d'expliquer le nom de Tyler comme s'il était apparu comme par magie dans sa phrase. Tyler est mon thérapeute. Mon thérapeute. Il m'aide à gérer le traumatisme émotionnel d'avoir un mari déployé qui ne comprend pas ce que je traverse ici à la maison. La section des commentaires défile si vite que j'ai du mal à les lire, mais ceux que je lis sont une mine d'or. En général, les thérapeutes ne font pas d'enfants à leurs patients, ma chérie. Madame, ce n'est pas comme ça que fonctionne la thérapie. Votre thérapeute habite aussi à côté? Vous demandez pour un ami. Attendez, à côté? Quelqu'un dans les commentaires sait où habite Tyler. L'intrigue vient de prendre une tournure plus complexe que la viande mystère qu'on nous sert au réfectoire. Le live de Marissa continue pendant 10 minutes insoutenables pendant lesquelles elle parvient à se contredire à plusieurs reprises, à mentionner accidentellement le nom de Tyler 2 fois et, d'une manière ou d'une autre, à aggraver la situation de manière exponentielle à chaque mot qui sort de sa bouche. Lorsqu'elle termine enfin le stream, l'air d'avoir été renversé par un camion chargé d'émotions, le mal est fait. Internet s'est prononcé et son verdict est unanime. Marissa Martinez est pleine de et tout le monde le sait. Vous connaissez ce moment dans les films d'horreur où le protagoniste réalise que le tueur était à l'intérieur depuis le début? Ce moment glaçant où tout ce que vous pensiez savoir bascule et secoué comme une boule à neige. Ouais. Eh bien, je suis sur le point de vivre mon propre moment de film d'horreur. Sauf qu'au lieu d'un tueur masqué, c'est ma femme infidèle et le voisin à qui j'avais fait confiance pour arroser mes plantes. Je suis encore en train de digérer les conséquences du live catastrophique de Marissa lorsque mon téléphone vibre avec un message privé de quelqu'un que je ne reconnais pas. Le nom d'utilisateur est Caribbean Realtor et la petite photo de profil montre une femme blonde avec ce qui semble être un portrait professionnel. Pendant une seconde, je me dis que c'est peut-être une personne qui se glisse dans mes messages privés pour me présenter ses condoléances ou me vendre une assurance vie. Deux choses tout aussi malvenues à ce stade. Mais ensuite, je lis le message et mon sang se glace comme la fois où notre chauffage est tombé en panne en plein blizzard de janvier, chez moi. Dis donc, Evan, tu ne me connais pas, mais je suis ami avec ta sœur Danielle. J'ai suivi toute cette affaire et je pense que tu mérites de savoir la vérité. On peut parler en privé? C'est à propos de Tyler. Tyler? Encore ce nom? Le nom qui me hante comme une mauvaise chanson en boucle. Le nom qui revient sans cesse à des endroits où il ne devrait pas être associé à des situations qui me donnent la chair de poule. Je fais une capture d'écran du message et l'envoie à Daniel avec un SMS. Tu connais cette personne? C'est sérieux ou je vais me faire avoir par un troll du net en quête de suspense? Daniel répond presque immédiatement. Oh mon Dieu, oui, c'est Carrara. Elle est totalement sérieuse. Vend des maisons dans ton quartier. Elle mourait d'envie de te dire quelque chose, mais elle ne voulait pas en dire plus. Parle-lui maintenant.
Le fait que ma sœur ait utilisé des majuscules me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la gravité de la situation. Daniel n'utilise des majuscules que pour 3 choses, quand elle est vraiment excitée par quelque chose, quand elle est vraiment énervée, ou quand elle est sur le point de lâcher une information qui va tout changer. Vu les circonstances actuelles, je suppose que c'est la 3e option. Je réponds à Kara, mes pouces parcourant l'écran comme s'ils fonctionnaient indépendamment de mon cerveau. Ouais, parlons-en. Qu'est-ce que tu sais? Sa réponse revient plus vite qu'un boomerang entre les mains d'un Australien en colère. Tyler Morrison. Habite au 247 Oak Street. Ça sonne. 247 Oak Street. Mon cœur s'arrête de battre pendant 3 bonnes secondes. Le 247 Oak Street est la maison juste à côté de la mienne. La maison au volet bleu et à la pelouse en perdition que j'avais toujours eu l'intention de proposer d'aider à réparer, mais que je n'ai jamais eu le temps de réparer. La maison où habite mon voisin Tyler. Mon voisin Tyler. Tyler Morrison. Le même Tyler Morrison à qui j'ai demandé de surveiller ma maison pendant mon déploiement. Le même Tyler Morrison à qui j'ai donné mon ouvre-porte de garage de rechange pour qu'il puisse vérifier si l'alarme se déclenchait. Le même Tyler Morrison à qui j'avais fait confiance pour tondre ma pelouse et assurer la sécurité de ma femme pendant que j'étais à l'étranger, sous les tirs de gens qui n'apprécient absolument pas la démocratie américaine. Ce Tyler Morrison. Le message suivant de Carrara fait l'effet d'un train de marchandises transportant une cargaison de dévastation émotionnelle. Elle est avec lui depuis le printemps. Ça a commencé juste au moment de ton déploiement. Je suis désolé, mais tout le monde dans le quartier est au courant. Elle est constamment chez lui et il est toujours chez toi. Ils ne sont pas très subtils. Depuis le printemps. Depuis le printemps. J'ai été déployé en février, ce qui signifie qu'ils ont attendu quoi, peut-être un mois, peut-être 6 semaines avant que mon lit ne soit froid. Avant que mon côté du garage ait le temps de prendre la poussière. Ma femme était déjà en train de se blottir contre le type d'accent grave côté, comme dans un cliché de feuilleton de banlieue. La trahison me frappe par vagues, chaque fois pire que la précédente. Mais ce n'est pas seulement qu'elle m'a trompé. C'est assez terrible en soi. Ce n'est pas seulement qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme pendant que j'étais à l'étranger. C'est comme ajouter l'insulte à l'injure et ensuite mettre le feu à la blessure. C'est qu'elle l'a fait avec Tyler, mon voisin. L'homme à qui j'avais expressément demandé de veiller sur elle. L'homme avec qui j'ai bu une bière avant de partir, assis sur mon Porsche, a parlé des difficultés des déploiements pour les femmes de militaires et de combien j'appréciais sa présence si elle avait besoin de quoi que ce soit. L'homme qui m'a regardé dans les yeux, m'a serré la main et m'a promis qu'il s'occuperait de tout pendant mon absence. Eh bien, il a certainement fait ça, n'est-ce pas? Je suis assis là, les yeux rivés sur mon téléphone, essayant de traiter cette information, quand Ortiz passe et voit mon expression. Mec, on dirait qu'on vient de te dire qu'ils ont annulé la pizza pour toujours. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant, Tyler? Je dis, le nom ayant un goût d'acide de batterie dans ma bouche. Tyler est mon voisin. Ortiz s'arrête en plein trajet, sa tasse de café à mi-chemin entre ses lèvres. Attends, quoi? Le père du bébé de Tyler? Le thérapeute, Tyler, qui ne couche absolument pas avec ta femme, Tyler. Le même habite juste à côté de chez moi. Je lui ai demandé de surveiller la maison pendant mon déploiement. Ortiz pose son café lentement comme s'il manipulait des explosifs, puis se met à rire. Pas le bon genre de rire, mais le genre de rire qu'on a quand l'univers révèle à quel point tout est cosmiquement en panne. Mec, dit-il en essuyant ses larmes. Ta femme couche avec le voisin à qui tu as demandé de garder la maison. Ce n'est pas juste de la tromperie. C'est comme de la performance artistique. C'est de la tromperie avec un E sur le dessus. Avant que je puisse répondre aux commentaires d'Ortiz sur l'approche créative de ma femme face à l'adultère, mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, ce n'est pas Kara avec des révélations plus dévastatrices. Cette fois, c'est un message de Tyler lui-même. Tyler Morrison, mon voisin, le père du bébé de ma femme, l'homme qui a promis de s'occuper de tout pendant mon déploiement et qui a apparemment pris cette promesse au pied de la lettre. L'aperçu du message sur mon écran me fait rougir. Mec, il faut qu'on parle. Marissa m'a parlé de ton commentaire sur son post. Écoute, elle se sentait seule et je suis intervenu pour l'aider. Tu es parti depuis des mois, mec. Elle avait besoin de quelqu'un qui soit vraiment là. Fais ce qu'il faut et laisse-la partir. Le bébé mérite un vrai père qui sera là.
Je lis le message 3 fois avant d'en saisir toute l'audace. Ce déchet humain absolu, me dit de faire ce qu'il faut. L'homme qui a couché avec ma femme chez moi, dans mon lit, utilisant probablement ma foutue bière du frigo comme préliminaire, me fait la morale sur ce qu'il faut faire, et il a le culot de dire que le bébé mérite un vrai père qui sera là. Comme si servir mon pays à l'étranger faisait de moi un moins bon homme. Comme si protéger la liberté et la démocratie était en quelque sorte inférieur à tondre des pelouses et à engrosser les femmes des autres. Ortiz lit le message par-dessus mon épaule et manque de s'étouffer avec son café. Putain de mec. Ce type ne se contente pas de coucher avec ta femme, il te donne des conseils parentaux. C'est de l'audace d'un niveau supérieur, là. Je fixe le message jusqu'à ce que les mots commencent à se confondre, mes mains tremblant d'une rage si pure qu'elle pourrait alimenter une petite ville. Tyler Morrison pense qu'il peut entrer dans ma vie comme ça. Ma femme, la mettre enceinte, puis me dire de me retirer pour qu'il puisse jouer au dallo avec ma famille, chez moi, avec mon argent. Il est sur le point de comprendre à quel point il a tort. Si je pensais que le message de Tyler était le comble de l'audace, j'avais tort. Complètement. Parce qu'apparemment, quand on est surpris en train de tromper son mari déployé avec la voisine, la suite logique n'est pas de s'excuser ou de disparaître de honte. C'est d'engager un avocat et d'exiger la moitié de tout ce qu'on n'a pas gagné en baisant quelqu'un d'autre dans le lit que son mari a payé. J'ai à peine fini de traiter le message de Tyler, fais ce qu'il faut, que mon email arrive avec un message qui fait passer ma colère précédente pour un léger agacement. L'objet indique « Avis juridique urgent concernant Marissa Martinez » et il provient d'un cabinet appelé Hoffman & Associates Legal Service. L'adresse de retour semble avoir été tapée par quelqu'un en pleine crise d'épilepsie. Et la signature du courriel inclut une photo d'archive de la balance de la justice qui semble avoir été téléchargée depuis un site web appelé friclapart-pour-amateur.com. Mais c'est le contenu de ce chef-d'œuvre juridique qui me donne vraiment envie de plier bagages et de changer de tête. Cher monsieur Martinez, cela commence parce que nous sommes apparemment en train de formaliser. Je représente votre épouse, Madame Marissa Martinez, dans les affaires relatives à sa grossesse actuelle et à la dissolution de votre mariage. Ma cliente m'a demandé de vous informer de ses besoins et attentes financiers immédiats pour l'avenir. Besoins et attentes financiers. Ma femme, qui joue à la maison avec mon voisin pendant que je gagne ma vie en esquivant des missiles, a des besoins et des attentes financiers. Cela devrait être une bonne chose. Madame Martinez demande que les dispositions suivantes soient prises immédiatement. Premièrement, le transfert de 50% de la propriété du domicile conjugal situé au 245 rue Oak à Madame Martinez. Deuxièmement, une pension alimentaire mensuelle de $2500 pour couvrir les frais de subsistance pendant sa grossesse. 3. Un versement mensuel supplémentaire de $1000 pour la détresse émotionnelle causée par votre abandon pendant cette période délicate. 4. Une couverture maladie complète pour Madame Martinez et l'enfant à naître. 5. Un versement unique de $10 000 pour les fournitures nécessaires au bébé et la préparation de la chambre d'enfant. J'ai lu cette liste 3 fois, avec à chaque fois l'impression de vivre une expérience extracorporelle. Ma femme veut la moitié de ma maison, celle que j'ai achetée avec mes économies militaires avant même notre mariage. Elle réclame $3500 par mois de pension alimentaire, soit plus que mon salaire de base. Elle veut une assurance maladie pour un bébé qui n'est pas le mien et $10 000 pour les fournitures de puériculture de l'enfant de Tyler. Le plus drôle, c'est qu'elle invoque une détresse émotionnelle causée par l'abandon. Abandon ? Je suis déployé, je fais la guerre, et apparemment, cela compte comme un abandon dans la réalité tordue de Marissa. Je fais une capture d'écran du courriel et l'envoie à mon avocat Jag, le capitaine Thompson, avec un message qui dit simplement « Est-ce la vraie vie ?» Sa réponse revient en moins de 5 minutes. Saint Martinez. Qui a-t-elle embauché? Un avocat ou un comédien? Je n'ai pas vu de demande aussi ridicule depuis que mon cousin a tenté de poursuivre McDonald's pour l'avoir fait grossir. Ne vous inquiétez pas, nous nous en occuperons. Mais Marissa n'a pas fini sa tournée publicitaire. Oh non, elle ne fait que commencer, car apparemment, embaucher un avocat au sous-sol pour faire des demandes insensées ne suffit pas. Elle doit également partager son histoire SAP sur TikTok. La notification apparaît sur mon téléphone. Marissa Martinez 23 a posté une nouvelle vidéo. Contre mon meilleur jugement, je clique dessus et ce que je vois, c'est ma femme assise dans le siège conducteur de sa Honda Civic, la Honda Civic pour laquelle je paie encore l'assurance, remarquez, avec des larmes coulant sur son visage comme si elle auditionnait pour un rôle dans le clip le plus pathétique du monde. Et, TikTok.
Elle renifle dans la caméra, sa voix vacillant comme une roue cassée. Je n'ai pas l'habitude de publier des trucs personnels comme celui-ci, mais je traverse quelque chose de vraiment difficile en ce moment et j'ai juste besoin de me débarrasser de ça. Les commentaires affluent déjà, principalement d'adolescentes avec des noms d'utilisateurs comme chez Hot Girl Summer 2024 et chez Pom Pom Girl Life offrant des emojis de soutien et vous avez reçu ces messages de reine. Si seulement ils savaient ce qu'ils soutiennent. Je suis aux prises avec quelque chose qui s'appelle un abus de déploiement, poursuit Marissa. Et j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Abus de déploiement. Elle vient d'inventer une nouvelle forme d'abus qui consiste apparemment à servir votre pays à l'étranger pendant que votre femme l'avoisine. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifie être marié à un militaire. Ils pensent que tout cela n'est que honneur et gloire, mais la réalité est que les épouses de militaires sont essentiellement des mères célibataires qui sont critiquées pour tout ce qu'elles font. Maman célibataire. Elle se compare à des mères célibataires tout en étant enceinte du bébé d'un autre homme. L'ironie est si épaisse qu'on pourrait la couper avec un couteau de combat. Mon mari est déployé depuis des mois et au lieu de me soutenir dans cette période difficile, il m'attaque sur les réseaux sociaux et essaie de monter les gens contre moi. Tout ça parce que j'ai fait une petite erreur dans un article sur ma grossesse. Une petite erreur. Tomber enceinte du bébé du voisin est apparemment une petite erreur. Maintenant, c'est comme oublier d'aller chercher du lait à l'épicerie ou mal prononcer le nom de quelqu'un, mais ensuite elle y va vraiment. Se lançant dans ce qu'elle a clairement répété comme son grand moment d'émotion. Je lance un nouveau hashtag appelé #veuve de déploiement parce que c'est ce que nous sommes. Veuves d'hommes qui ont choisi l'armée plutôt que leur famille. Nous élevons des bébés seuls et nous nous occupons seuls de la grossesse. Et lorsque nous essayons de trouver du soutien et de la compagnie, nous en avons honte. #veuve de déploiement. Elle lance un hashtag se comparant aux femmes dont les maris sont morts au service de notre pays. J'ai vu des sourds dans ma vie. Mais c'est comme si on était sourd avec un mégaphone au sommet d'une montagne. Donc, si vous aussi êtes une épouse de militaire et que vous vivez cette situation, utilisez #veuve de déploiement et partagez votre histoire. Nous méritons du soutien, pas du jugement. La vidéo se termine avec elle s'essuyant les yeux de façon dramatique et envoyant un baiser à la caméra. En quelques minutes, la section des commentaires devient un champ de bataille entre les personnes qui adhèrent à son récit de victime et d'autres qui ont clairement vu les captures d'écran de son message original. Fille, nous avons vu les calculs. Il ne s'agit pas de déploiement. Il s'agit de tricherie, lit le premier commentaire avec 847 likes et ce n'est pas fini. Une autre dit, Madame, les veuves en déploiement sont des femmes dont les maris sont morts à la guerre. Vous êtes simplement enceinte du bébé d'un autre homme. Il y a une différence. Mais mon préféré vient d'un compte appelé Military Wife United. En tant qu'épouse d'un militaire dont le mari a été déployé 6 fois, c'est dégoûtant. Supprimez ceci et présentez vos excuses aux vraies familles de militaires. Le #veuve en déploiement commence effectivement à être tendance, mais pas de la façon dont Marissa s'y attendait. Au lieu de sympathie, cela devient un cri de ralliement pour les vrais militaires. Leurs épouses pour partager leurs histoires de véritables sacrifices et de véritables luttes. En terminant souvent leur message, voici à quoi ressemble un véritable déploiement, suivi de photos d'elles-mêmes soutenant réellement leur mari déployé au lieu de les voisins. Ma sœur Danielle m'envoie une compilation vidéo réalisée par quelqu'un en utilisant le hashtag. Danielle m'envoie un texto contre elle. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Elle est comme la boss finale du drame des épouses de militaires. Pendant ce temps, mon téléphone continue de recevoir des notifications concernant sa vidéo TikTok. Le nombre de vues augmente rapidement, tout comme le ratio de personnes qui l'appellent par rapport à celles qui la soutiennent. Pour chaque fois que tu es si courageuse, commente la reine. 5 autres personnes soulignent qu'elle est littéralement assise dans une voiture payée par son mari déployé, tout en se plaignant de la difficulté de sa vie. Il s'avère qu'Internet est plutôt bon en mathématiques quand il le souhaite. Congé d'urgence. 2 mots dont chaque soldat déployé rêve ou redoute selon la raison pour laquelle il l'obtient. Dans mon cas, c'est un peu des deux. Le capitaine Rodriguez me prend à part après la formation du matin. Son expression se situe quelque part entre sympathique et je n'arrive pas à croire que je dois faire face à ce feuilleton en martinaise, tu as obtenu un congé d'urgence. 15 jours. Votre avocat du JAG dit que vous devez être du côté de l'État pour gérer certaines questions juridiques concernant votre situation. Il fait une pause, essayant clairement de trouver c'est une façon militairement appropriée de dire que votre femme est une infidèle qui essaie de voler votre maison. Merci, monsieur. Je l'apprécie. N'oubliez pas,
Mon fils, quoi que vous fassiez chez vous, ne faites rien qui puisse vous amener devant un tribunal. L'armée a trop investi dans votre formation pour vous perdre à cause d'un drame civil. Drame civil. Si seulement il savait que le drame civil impliquait de rentrer à la maison pour trouver la PlayStation d'un autre homme dans mon centre de divertissement et des photos échographiques du bébé de quelqu'un d'autre collées sur mon réfrigérateur avec des aimants que j'avais achetés lors de notre lune de miel. Le vol de retour vers les États-Unis semble plus long que l'ensemble de mon déploiement. Je suis assis sur un siège intermédiaire exigu entre un homme d'affaires qui sent l'eau de Cologne et un étudiant qui n'arrête pas de jouer à des jeux mobiles avec le son en essayant de se préparer mentalement à tout cluster qui m'attend à la maison. Daniel vient me chercher à l'aéroport et je peux dire à son expression qu'elle l'a entraîné. Je suis désolé que ta vie ait explosé pendant que tu étais parti face au miroir. Avant de partir à la maison, dit-elle alors que nous marchons vers sa voiture, sachez que le serrurier nous y retrouve dans 20 minutes. De plus, j'ai peut-être déjà commencé à emballer certains de leurs dandés. Carton. De plus, Tyler s'est garé dans votre allée. De plus, ils ont utilisé votre compte Netflix et Tyler a changé le mot de passe. Netflix? Le a modifié mon mot de passe Netflix. D'une manière ou d'une autre, ce détail m'énerve plus que l'adultère. Vous pouvez voler la femme d'un homme, la mettre enceinte et vivre dans sa maison, mais en changeant son mot de passe Netflix. C'est tout simplement diabolique. Le serrurier attend quand nous arrivons chez moi. Correction, lorsque nous arrivons à la maison, c'est apparemment devenu le décor d'un porno à petit budget mettant en vedette ma femme et le voisin. Le nom du gars est Steve. Il a environ 60 ans et il semble avoir vu suffisamment de drames relationnels pour écrire une chanson country à ce sujet. C'est vous le gars déployé, demande-t-il, pas méchamment. C'est moi. J'ai entendu parler de votre situation. Mon neveu est dans la marine. Ce genre de me fait bouillir le sang. Il brandit un nouveau jeu de clés. Ce sont les vôtres. J'ai déjà changé les serrures de la porte d'entrée, de la porte arrière et du garage. S'ils tentent d'entrer, ils entreront en infraction. Je donne 20 pourboires supplémentaires à Steve parce qu'il est la première personne aujourd'hui à ne pas me regarder comme si j'étais une victime dans un film de Lifetime. Entrer dans ma propre maison, c'est comme entrer sur une scène de crime. Tout se ressemble mais faux. Comme si quelqu'un avait remplacé tous mes meubles par des copies identiques légèrement décalées. Le canapé est au même endroit, mais il y a des coussins différents. Le téléviseur est toujours fixé au mur, mais il y a une PlayStation 5 en dessous qui n'était certainement pas là quand je suis parti. La PlayStation 5 de Tyler. Daniel me suit pendant que je traverse la maison, documentant les preuves de leur cohabitation comme si elle travaillait pour les tribunaux de divorce. Table de cuisine, différents sets de table. Salon, sa chaise de jeu là où se trouvait votre chaise de lecture. Oh, et vérifie ça dehors. Elle ouvre le placard près de la porte d'entrée, révélant une collection de vestes pour hommes qui ne sont définitivement pas les miennes. Mais c'est la chambre qui m'excite vraiment. Ma chambre, notre chambre, a été complètement transformée en leur nid d'amour. Les draps sont différents, plus doux et plus chers que tout ce que j'aurais acheté. Il y a des bougies sur la table de nuit qui sentent la vanille et la trahison. Et accrochés dans le placard, occupant l'espace où se trouvaient mes uniformes, se trouvent les vêtements de Tyler. Pas seulement quelques chemises de rechange. Toute la garde-robe de Tyler est accrochée dans mon placard comme s'il avait emménagé de façon permanente. Jeans, chemise boutonnée, polo et même un smoking. L'homme a un smoking accroché dans mon placard. Qui a besoin d'un smoking quand on est au chômage et qu'on vit de l'argent du mari déployé de sa maîtresse enceinte? Jésus-Christ, marmonne Daniel en ouvrant les tiroirs de la commode. Il a des sous-vêtements ici. Evan, ce mec vit ici comme si c'était sa maison. J'entre dans mon bureau, la pièce où j'avais l'habitude de payer mes factures et de gérer d'importants documents militaires, et je trouve la configuration de jeu de Tyler. Pas seulement la console, mais un équipement complet, une chaise de jeu, plusieurs moniteurs, un casque qui coûte probablement plus que mon salaire de combat mensuel, une canette de boisson énergisante éparpillée comme s'il organisait des marathons de jeux chez moi. Mais le vrai coup de poing survient lorsque j'ouvre le réfrigérateur. Des photos échographiques sont collées à la porte avec des aimants en forme de petits biberons. Plusieurs photos échographiques de différents rendez-vous montrant la progression du bébé de Tyler grandissant à l'intérieur de ma femme. Quelqu'un, probablement Marissa, a écrit des dates sur chaque photo avec son écriture pétillante, créant ainsi une chronologie de leur relation qui a été littéralement collée sur mes appareils. Regarde ça, j'appelle Daniel pour voir le sanctuaire d'échographie.
Ils ont documenté le développement de leur enfant bâtard sur mon réfrigérateur. Ce n'est même pas le pire, dit Daniel en ouvrant l'un des tiroirs de la cuisine. Écoute, elle sort une pile de papier et ma tension artérielle monte en flèche quand je vois ce que c'est. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, facture de service public, tous à mon nom, tous montrant les achats et les dépenses des 7 derniers mois, des dîners dans des restaurants chers, des courses dans des magasins pour bébés, un week-end dans une chambre d'hôte à la montagne. Tyler et Marissa vivaient comme des jeunes mariés à mes frais pendant que j'étais à l'étranger en train de manger des MRE et d'espérer ne pas me faire exploser. Ils sont allés à Napa Valley, raconte Daniel, en feuilletant les relevés de carte de crédit en mars. Facturez $1200 sur votre carte pour des dégustations de vin et des soins de spa pendant votre déploiement. Dégustation de vin. Soins spa. Ils ont pris des vacances romantiques dans une région viticole en utilisant ma carte de crédit pendant que j'évitais les tirs de mortier. L'audace est tellement époustouflante qu'elle en est presque impressionnante. Je me tiens là, tenant la preuve de leur infidélité financière lorsque j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix, le rire de Marissa, aigu et insouciant, suivi du rire plus profond de Tyler. Ils entrent dans ma maison comme si leur place était ici. Je t'avais dit qu'ils ne reviendraient pas avant des mois. Tyler dit alors qu'ils franchissent la porte d'entrée, nous avons tout le temps de comprendre. Il s'arrête au milieu d'une phrase lorsqu'il me voit debout dans la cuisine, relevé bancaire dans une main, photos échographiques dans l'autre, avec une expression qui donne probablement l'impression que je calcule les ennuis que j'aurais à avoir en commettant un meurtre sur le sol américain. Marissa se fige comme un cerf dans les phares, sa bouche formant un parfait œil de surprise. Elle porte une robe de maternité pour laquelle je n'ai certainement pas payé, transportant des sacs de courses provenant de magasins pour bébés, ressemblant à chaque centimètre carré à la femme enceinte rayonnante. Je ne suis tout simplement pas enceinte de mon bébé. Evan, grince-t-elle, laissant tomber ses sacs de courses et se lançant immédiatement dans la pire performance d'acteur depuis que Tommy Wiseau a décidé de faire des films. Bébé, tu es à la maison. Oh mon Dieu, tu m'as tellement manqué. Elle se précipite vers moi, les bras tendus, comme si nous nous retrouvions dans un film romantique, mais je recule et brandis les photos échographiques. 7 mois de déploiement, Marissa, tu es enceinte de 3 mois de son bébé. Je fais un geste vers Tyler, qui se tient devant ma porte, comme s'il préférait être littéralement n'importe où ailleurs sur Terre. Le calcul ne fonctionne toujours pas. Le silence qui suit ma révélation mathématique dure environ 3 secondes avant que Marissa ne la perde complètement et je veux dire complètement. Par exemple, quelqu'un vient de lui dire que Taylor Swift prenait sa retraite et que les lattes à la citrouille et aux épices avaient été interdits. Niveau de fusion. Comment oses-tu ? Elle crie, sa voix atteignant un ton qui pourrait briser les fenêtres et probablement enfreindre plusieurs ordonnances sur le bruit. Comment oses-tu venir chez moi et m'accuser de tuer à la maison ? Je l'ai interrompu en agitant la pile de relevés hypothécaires que je détiens toujours. Votre maison, Marissa, mon nom est sur l'acte. Mon argent paie l'hypothèque. Ma carte de crédit a acheté cette robe que vous portez. C'est ma maison et vous y avez joué à la maison avec le capitaine PlayStation là-bas. Tyler, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, semblant vouloir se fondre dans le sol, retrouve enfin sa voix. Écoute, mec, on peut régler ça comme des adultes. Il n'est pas nécessaire de faire quoi ? Soyez contrarié d'avoir vécu dans ma maison, dormi dans mon lit, mangé de la nourriture pour laquelle j'avais payé et mis ma femme enceinte. Ouais, tu as raison. C'est totalement déraisonnable de ma part. Le visage de Marissa devient rouge et je peux voir la folle accumulation derrière ses yeux comme la pression dans un volcan. Tu m'as abandonné, crie-t-elle. Vous avez choisi l'armée plutôt que votre famille. Tu m'as laissé ici seul et vulnérable. Et quand quelqu'un m'a enfin montré l'amour et l'attention que je mérite, tu veux me punir pour cela. Amour et attention. Je brandis un des relevés de carte de crédit. Est-ce ce que nous appelons un week-end à $1200 dans la Napa Valley ? Parce que j'ai des nouvelles pour toi. Ce n'était pas l'amour de Tyler. C'était ma carte Visa. Tyler se déplace inconfortablement et je remarque qu'il regarde la porte comme s'il envisageait de s'enfuir. Un homme intelligent, pas assez intelligent pour éviter la femme de son voisin, mais assez intelligent pour reconnaître quand il est en infériorité numérique en territoire hostile. Marissa, quant à elle, est passée des cris aux pleurs à ce que je ne peux que décrire comme du terrorisme émotionnel. C'est un abus financier, dit-elle en se jetant dramatiquement sur mon canapé. Vous essayez de me contrôler avec de l'argent. Vous essayez de me forcer à rester dans un mariage abusif. Mariage abusif ?
parce qu'apparemment, être déployé pour servir votre pays compte désormais comme de la violence domestique, quelle que soit la réalité alternative dans laquelle Marissa vit. Exploitation financière. J'ai de nouveau agité les relevés bancaires. Vous avez dépensé $8 000 de mon argent pendant que j'étais déployé à des rendez-vous avec lui. Ce n'est pas un abus financier. C'est du vol avec un côté adultère. C'est alors que Tyler décide d'ouvrir à nouveau la bouche, prouvant que la bêtise est bien une ressource renouvelable. Elle avait besoin d'un soutien émotionnel. Mec, tu n'étais pas là. Quelqu'un devait intervenir et être l'homme dont elle avait besoin. L'homme dont elle avait besoin. Je regarde Tyler. Regardez-le vraiment pour la première fois depuis qu'il est entré chez moi comme si l'endroit lui appartenait. Il a à peu près mon âge, peut-être 1 an ou 2 de moins, avec un physique doux qui crie, je n'ai jamais fait de pompe qui ne faisait pas partie d'une configuration de contrôleur de jeux vidéo. Son idée du combat est probablement Call of Duty. Et son plus grand défi dans la vie était probablement de choisir entre mountain de whey régulier ou diététique. L'homme dont elle avait besoin, je le répète lentement, l'homme dont elle avait besoin était quelqu'un qui accepterait la solde militaire de son mari, vivrait dans la maison de son mari et la mettrait enceinte pendant que son mari était déployé. C'est le genre d'homme dont elle avait besoin. Marissa saute du canapé. Son état émotionnel évolue plus vite qu'une machine à laver cassée. Oui, quelqu'un qui est réellement ici. Quelqu'un qui se souciait de moi en tant que personne, pas seulement d'un accessoire d'épouse de militaire. Quelqu'un qui était au chômage et qui cherchait un logement gratuit. Le visage de Tyler rougit. Je suis entre 2 boulots en ce moment. L'économie est difficile et elle a été difficile pour tout le monde, Tyler. La différence est que certains d'entre nous y font face en trouvant un emploi ou en rejoignant l'armée. D'autres s'en sortent en emménageant avec la femme de leur voisin et en dépensant son argent. C'est alors que Marissa sort son téléphone avec la détermination de quelqu'un sur le point de lancer une arme nucléaire. J'appelle ma mère, elle m'annonce comme ça, c'est censé me terrifier. Elle va vous expliquer pourquoi vous devez faire la bonne chose ici. Elle compose le numéro d'Hélène et le met sur haut-parleur car apparemment cette conversation nécessitait plus de participants. Hélène répond à la 2e sonnerie et sa voix retentit dans le haut-parleur du téléphone avec toute la chaleur d'un gardien de prison. Marissa, chérie, tout va bien? Vous avez l'air contrarié. Maman, Evan est à la maison et il est complètement déraisonnable. Il essaie de nous chasser, Tyler et moi, de notre maison et il refuse de subvenir aux besoins de son bébé. Il est financièrement abusif et manipulateur émotionnellement. Son bébé. Elle vient d'appeler le bébé de Tyler son bébé tout en parlant de moi à sa mère. L'audace est si pure qu'elle devrait être mise en bouteille et vendue comme produit de nettoyage. La voix d'Hélène prend ce ton que les mères utilisent lorsqu'elles s'apprêtent à résoudre les problèmes du monde par la simple force de leur volonté et par leur culpabilité. Evan Martinez, je me fiche de savoir à qui appartient biologiquement ce bébé. Vous êtes marié à ma fille et cela vous rend responsable de tout enfant qu'elle porte. Vous soutiendrez ce bébé. Vous subvenirez aux besoins de ma fille pendant sa grossesse. Et tu agiras comme l'homme que je pensais que tu étais quand elle t'a épousé. Je regarde le téléphone, puis Marissa, puis Tyler, qui examine maintenant ses lacets comme s'ils contenaient les secrets de l'univers. Hélène, dis-je d'une voix mortellement calme. Avec tout le respect que je vous dois, votre fille vit avec un autre homme depuis 7 mois, dépense mon argent en escapades romantiques et est enceinte de son bébé. La seule chose dont je suis responsable, c'est de changer les serrures et de demander le divorce. Comment oses-tu? Hélène commence, mais Marissa l'interrompt en mettant fin à l'appel et en composant immédiatement un autre numéro. Très bien, dit-elle, sa voix prenant ce genre particulier de folie qui survient juste avant que quelqu'un ne fasse quelque chose de spectaculairement stupide. Si vous voulez jouer au ballon dur. Nous jouerons au ballon dur. J'appelle la police. Des policiers? Elle appelle la police contre moi dans ma propre maison pour le crime de rentrer d'un déploiement militaire et d'être bouleversée de trouver le petit ami de ma femme vivant dans ma chambre. L'opératrice du 911 répond et Marissa se lance immédiatement dans ce que je ne peux que décrire comme une masterclass de fiction créative. Oui, j'ai besoin d'aide. Mon mari vient de rentrer à la maison et il nous menace, moi et mon petit ami. Je suis enceinte et j'ai peur pour ma sécurité. Il est violent verbalement et essaie de nous expulser de notre maison. Notre maison? Leur maison? Ma maison. Cette femme a plus de versions de la propriété qu'un vendeur de multipropriété. 20 minutes plus tard, 2 agents de patrouille se tiennent dans mon salon,
comme s'il préférait être littéralement n'importe où ailleurs. L'officier Martinez, sans lien de parenté, malheureusement, est un hispanique d'âge moyen avec l'expression de quelqu'un qui a vu trop de drames domestiques. L'agent Johnson est plus jeune, probablement fraîchement sorti de l'académie et continue de regarder autour de moi comme s'il essayait de comprendre ce qui se passe. Très bien, dit l'agent Martinez en sortant son cahier avec l'enthousiasme de quelqu'un qui remplit des formulaires fiscaux. Réglons ça. Madame, vous avez appelé à propos de violences domestiques. Marissa hoche la tête avec impatience comme une élève qui connaît la réponse à la question du professeur. Oui, mon mari est rentré à la maison et a immédiatement commencé à me menacer, moi et mon ami. Il essaie de nous forcer à quitter notre maison et j'ai peur de ce qu'il pourrait faire. L'agent Martinez me regarde. Monsieur, c'est votre maison. Je lui remets l'acte, les relevés d'hypothèque et ma carte d'identité militaire. Oui, monsieur. Je suis déployé en Afghanistan depuis 7 mois. En rentrant à la maison aujourd'hui, j'ai trouvé ma femme vivant ici avec son petit ami. L'officier examine les documents, son expression passant d'ennuyé à intéressé. Et vous, monsieur, demande-t-il à Tyler. Quelle est votre relation avec cette propriété? Tyler a l'air d'essayer de résoudre des calculs avancés tout en étant poursuivi par des abeilles. Eh bien, je suis resté ici parfois, pour l'aider pendant son déploiement. Pour aider, répète l'agent Johnson, en regardant la configuration du jeu, les vêtements dans le placard et les photos échographiques sur le réfrigérateur. En bougeant incomplètement. Marissa se rend compte que son récit s'effondre plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. C'est alors qu'elle décide de passer au nucléaire et se jette par terre comme un bambin en train de s'effondrer dans l'allée des séries. C'est tellement injuste. Elle marche, se roulant effectivement sur le tapis de mon salon. Je suis enceinte et sans abri et personne ne se soucie de moi. L'agent Martinez regarde son partenaire, puis revient sur la scène devant lui. Une femme enceinte se roulant par terre. Un soldat déployé détenant des documents hypothécaires et un joueur au chômage essayant de disparaître dans le mur. Madame, dit-il avec la patience d'un saint. Vous allez devoir emballer vos affaires et partir. Ce n'est pas votre propriété et vous n'avez aucun droit légal d'être ici. Vous avez 30 minutes. C'est alors que l'effondrement de Marissa atteint des niveaux jusqu'alors inconnus de la science. On pourrait penser que se faire expulser de chez moi par la police serait un coup dur pour Marissa et Tyler, mais apparemment j'ai sous-estimé leur capacité à prendre des décisions spectaculairement mauvaises. Car que faites-vous lorsque vous venez d'être légalement expulsé de la maison du mari de votre petit ami? Si vous êtes une personne rationnelle, vous trouvez un hôtel, appelez votre famille et commencez à réfléchir à votre vie. Si vous êtes Marissa Martinez, vous vous installez dans l'appartement d'une chambre de votre mère et commencez immédiatement à planifier votre prochain spectacle d'humiliation publique. Hélène S. Place représente ce à quoi on peut s'attendre pour une femme qui pense qu'appeler les maris d'autres personnes pour leur faire la leçon sur la responsabilité financière est une activité normale du mardi. C'est un appartement exigu dans un complexe qui a connu des décennies meilleures, avec le genre de mur mince qui signifie que tout le monde connaît les affaires des autres, qu'ils le veuillent ou non. L'ensemble du bâtiment a probablement entendu l'effondrement de Marissa dès la première heure. D'après Daniel, qui est devenu mon officier de renseignement officieux dans cette merde en cours. La situation de vie a duré exactement une nuit. Une nuit. Apparemment, Tyler ne supportait pas de dormir sur le canapé lit d'Hélène, qui est plus vieux que la plupart de mon équipement militaire. Marissa ne supportait pas de ne pas être le centre d'attention dans l'espace de quelqu'un d'autre. Et Hélène ne supportait pas d'avoir 2 personnes supplémentaires dans son appartement alors que l'une d'elles était le chômeur qui avait mis sa fille en grossesse. Ils se sont disputés à 2 heures du matin. Daniel me le raconte autour d'un café le lendemain matin. Les voisins ont appelé la direction de l'appartement en disant que Tyler mangeait toute la nourriture d'Hélène et que Marissa sanglotait parce qu'elle n'avait pas de crèche appropriée pour le bébé. Une vraie crèche. La femme veut une vraie crèche pour un bébé qui n'est pas le mien, financée par de l'argent qui n'est pas le sien. Après avoir été expulsé d'une maison qui n'était pas légalement la sienne. Le droit est si pur qu'il pourrait être utilisé comme source d'énergie renouvelable. Mais Marissa n'a jamais été du genre à souffrir en silence. Alors naturellement, elle décide que la meilleure façon de gérer le fait d'être sans abri et au chômage alors qu'elle est enceinte du bébé d'un autre homme est d'organiser une crise publique dans ma base militaire. Parce que rien ne dit que je suis une victime ici comme me présenter sur le lieu de travail de quelqu'un pour provoquer une scène. Je suis en train de traiter mes formalités de congé lorsque mon téléphone sonne. L'identification de l'appelant indique l'officier de service,
ce qui n'est jamais bon signe lorsque vous êtes censé être en congé d'urgence. Spécialiste Martinez, ici le sergent First Class Williams. Vous devez descendre à la porte principale. Votre femme est là et elle va bien, elle fait une scène. Faire une scène. L'euphémisme militaire à son meilleur. Lorsqu'un sous-officier de carrière dit que quelqu'un fait une scène, cela signifie généralement qu'il existe un potentiel d'implication de ce NN. Copiez ça, sergent. En route. Je me rends à la base en m'attendant à trouver Marissa debout près de la porte avec une pancarte ou quelque chose comme ça. Peut-être en essayant de distribuer des dépliants sur la maltraitance des femmes. Militaire ou quelque chose comme ça. Ce que je trouve en réalité est bien pire. Elle a installé ce qui ne peut être décrit que comme un camp de protestation sur le parking devant la porte principale. Elle a une chaise pliante qui semble provenir d'un vide-grenier, une pancarte en carton qui indique « Femme militaire abandonnée par son mari en lettres tordues », et elle diffuse le tout en direct sur Instagram tout en sanglotant devant l'appareil photo de son téléphone. Voici à quoi ressemble un abus lors d'un déploiement, dit-elle à son public d'adolescents confus et de femmes au foyer. Mon mari préfère servir un pays étranger plutôt que de prendre soin de sa femme enceinte. Il a retourné toute l'armée contre moi parce que j'ai commis une petite erreur. Une petite erreur. Tomber enceinte du bébé du voisin équivaut apparemment à oublier d'aller chercher du lait au magasin. L'officier de service, le sergent Williams, se tient à environ 6 mètres de moi, on dirait qu'il a 5 ans au cours de la dernière heure. Quand il me voit approcher, le soulagement sur son visage est visible depuis l'espace. Martinez, Dieu merci, elle est been here for 3 hours. Security tried to escort her off base property, but she's technically in the public parking lot, so legally we can't touch her. She keeps shouting about going to the media. The media? Because apparently this situation needed more public humiliation. What exactly has she been saying? That you abandon her? That the military support domestic abuse? That she's going to expose the truth about how military wives are treated? Oh, and she's been asking people for money for her pregnancy fund. Her pregnancy fund. Elle m'en dit pour les dons pour soutenir le bébé de Tyler alors qu'il était assis à l'extérieur de la base militaire où je travaille. L'audace atteint des niveaux qui devraient nécessiter des mesures scientifiques. Je me dirige vers l'endroit où elle a organisé sa pathétique petite protestation, et elle fait immédiatement pivoter l'appareil photo de son téléphone vers moi comme un missile à recherche de chaleur. Et le voilà, annonce-t-elle à son public en direct. Mon mari, qui pense que servir à l'étranger lui donne le droit de maltraiter financièrement et émotionnellement sa femme enceinte. Les commentaires sur sa diffusion en direct défilent plus vite que je ne peux les lire. Mais ceux que j'attrape sont pour la plupart des variantes de filles, tu ne l'as pas trompé? Et madame, c'est embarrassant. Marissa, tu dois partir. Vous vous embarrassez. Je m'embarrasse. Elle se lève de sa chaise, sa voix s'élevant jusqu'à ce que les chiens se cachent. Je m'embarrasse. C'est vous qui refusez de subvenir aux besoins de votre femme enceinte. C'est vous qui choisissez l'armée plutôt que votre famille. À présent, nous avons attiré une foule. Les soldats arrivent sur et hors de la base ralentissent pour regarder le spectacle. Certains d'entre eux sortent leur téléphone pour enregistrer. Quelques-uns d'entre eux me reconnaissent. La rumeur circule vite dans une base militaire, surtout lorsqu'il s'agit de l'un des vôtres qui se fait jouer par sa femme. Yo, Martinez appelle le spécialiste Jackson de mon ancienne unité. C'est la femme qui ne sait pas faire de maths. Toute la foule de soldats se met à rire et le visage de Marissa devient rouge de rage et d'humiliation. Vous voyez, crie-t-elle dans la caméra de son téléphone. Voyez comment il traite les épouses de militaires. C'est la culture toxique que madame interrompt le sergent-chef Rodriguez, mon ancien sergent de peloton qui vient juste d'arriver pour voir de quoi il s'agit. Avec tout le respect que je vous dois, la plupart des épouses de militaires ne tombent pas enceintes des bébés d'autres hommes pendant que leurs maris sont déployés. Vous n'êtes pas victime de la culture militaire. Tu n'es qu'un tricheur. La foule de soldats fait un au collectif comme si nous étions de retour au collège. Et Marissa a l'air d'être sur le point de s'enflammer spontanément. C'est à ce moment-là qu'elle se retire son téléphone et compose ce que je suppose être une station d'information locale car apparemment, lorsque l'humiliation publique ne fonctionne pas, la solution est davantage d'humiliation publique. Oui, j'aimerais rapporter une histoire sur la violence domestique militaire, dit-elle à voix haute, en s'assurant que tout le monde puisse l'entendre. Je suis une femme militaire enceinte qui est abandonnée et maltraitée par son mari et par l'ensemble du système militaire.
La personne à l'autre bout du fil doit demander des détails car Marissa se lance dans son récit de victime bien répété. Mon mari est déployé depuis 7 mois. Et lorsque j'ai eu besoin d'un soutien émotionnel pendant ma grossesse, il m'a accusé de tricherie et m'a expulsé de notre maison. Maintenant, je suis sans abri et enceinte, et l'armée soutient son comportement abusif. Elle laisse commodément de côté la partie concernant Tyler, le voisin, le déploiement de 7 mois contre les calculs de grossesse de 3 mois et les $8 000 de frais de carte de crédit pour les escapades romantiques. Le sergent-chef Rodriguez me regarde avec l'expression de quelqu'un qui a trop vu dans sa carrière pour être surpris par quoi que ce soit. Martinez, tu veux que je m'occupe de ça? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibre avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Voici Gloria Morrison, la mère de Tyler. Nous devons parler maintenant. La mère de Tyler. Cette journée ne cesse de s'améliorer. Le texte continue. Je ne savais pas que mon fils avait une relation avec une femme mariée. Je suis propriétaire de sa maison de location et je l'expulse aujourd'hui. Je pensais que tu devrais le savoir. Je montre le texte au sergent-chef Rodriguez qui le lit et se met à rire. Fils, tes problèmes se sont résolus d'eux-mêmes. Tyler est sur le point de se retrouver sans abri aussi. Pendant ce temps, Marissa est toujours au téléphone avec ce qu'elle pense être une chaîne d'information, décrivant son histoire tragique de persécution de sa femme militaire, ignorant complètement que la mère de son petit ami vient de le jeter à la rue. La belle ironie de la situation ne m'échappe pas. Pendant que Marissa se donne en public en spectacle, essayant de gagner de la sympathie pour son statut d'épouse de militaire abandonné, le monde réel est occupé à lui apprendre que ses actes ont des conséquences. Son audience en direct est passée à plus de 300 téléspectateurs, dont la plupart publient maintenant des captures d'écran de son annonce originale de grossesse et font le calcul dans les commentaires. Le récit qu'elle essaie de promouvoir s'effondre en temps réel, diffusé en direct sur Internet. C'est mieux que la télévision par câble. Vous connaissez ce moment dans les films catastrophes où tout ce qui peut mal tourner se met à mal d'un coup? Quand le tremblement de terre frappe pendant l'ouragan.